dans les temps modernes, en tout cas au XIXe siècle, au début du XIXe siècle, l'Occident découvre que c'est l'Égypte et une Égypte noire qui a apporté tous les éléments de la civilisation à l'Europe. Et cette vérité, il n'était pas possible de l'exprimer. Voilà la vérité, voilà la réalité. On mène contre nous le combat le plus violent même que celui qui a conduit à la disparition de certaines espèces. Alors, regardez, dès que vous parlez de patrimoine culturel, la gauche occidentale et la droite se touchent. Et souvent la gauche est plus minable que la droite. Faites l'expérience, on vous accorde l'égalité abstraite, mais l'idée que des nègres aient pu connaître une promotion historique dans le passé leur est réfractaire. Ils sont réfractaires à cette idée. Mais la formation qu'ils ont reçue tous dans leur plus tendre enfance, les clichés auxquels ils sont habitués dans leur environnement d'enfance, les caricatures et tout cela les empêchait, les rendait aveugles. Par conséquent, il n'y a qu'un seul salut, c'est la connaissance directe. À formation égale, la vérité triomphe. Et arrachez votre patrimoine culturel. Il n'y a pas d'autre voie. Moi, je suis allé à l'école et l'on nous disait que nous étions des étrangers en Afrique. Nous n'habitions pas l'Afrique, nous sommes venus par l'Océanie. Nous étions des occupants noirs comme le blanc est un occupant blanc. Et alors, c'est à l'occupant le plus fort qui déracine l'autre. Que le vrai indigène de l'Afrique, c'était le pygmée. Le noir est venu avant-hier, le blanc est venu hier, et puis c'est tout. Voilà comment on nous enseignait l'histoire. Et au-delà de 4 siècles, c'était la nuit noire, l'histoire africaine était suspendue en l'air. Il est évident que ce dogme, je ne pouvais pas l'assimiler. Et ce qui m'intéressait dans ma démarche, c'était donc retrouver vraiment, par la documentation, remonter le fil conducteur qui nous relie à nos ancêtres les plus lointains. C'était tout. Nous sommes à la Sorbonne, à l'amphithéâtre Liard, où M. Cheikh Anta Diop vient de soutenir une thèse comptant pour le titre de docteur ès-lettres. La thèse principale avait pour sujet « Étude comparée des systèmes politiques et sociaux de l'Europe et de l'Afrique noire de l'Antiquité à la formation des États modernes ». La thèse secondaire « Domaine du patriarcat et du matriarcat dans l'Antiquité classique ». À l'issue de cette soutenance de thèse, qui n'a pas duré moins de 7 heures, nous avons demandé à M. Cheikh Anta Diop les raisons qui l'ont amené à choisir ce sujet. J'ai voulu dégager d'une façon générale l'unité culturelle africaine et d'un autre côté animer l'histoire de tout le continent sur une période de 2000 ans au moins, sans solution de continuité. Maintenant que vous êtes titulaire du titre de docteur ès-lettres, après tant d'efforts et de persévérance, que comptez-vous faire? Je vais rentrer définitivement en Afrique noire dès la semaine prochaine et j'essaierai de contribuer à la formation des cadres et de contribuer aussi à l'impulsion de la recherche scientifique, aussi bien dans le domaine des sciences humaines que dans le domaine des sciences exactes. Et maintenant à monsieur le professeur André Aymar, doyen de la faculté des lettres de Paris, président de ce jury, que nous allons demander ce qu'il pense de ce nouveau docteur et de son travail. Au cours de toute cette soutenance, cette longue après-midi de soutenance, sur à la fois l'homme et les 2 thèses de M. Diop. Nous avons tous été unanimes pour louer en M. Diop une curiosité d'esprit, une intelligence sans cesse en éveil, le goût des grands problèmes, des plus grandes questions, parfois des plus audacieuses. Nous connaissions bien tous M. Diop par ses travaux antérieurs comme par les rapports qu'il avait pu avoir
avec chacun de nous, la qualité de l'homme dont il a fait preuve au cours de la soutenance, par la vivacité de ses réparties, par sa présence d'esprit. Rien de tout cela ne nous a surpris. Nous avons, selon les coutumes rituelles, selon les habitudes de la maison et de l'examen, nous avons présenté des critiques, certaines ont pris une forme assez vive. Il reste que nous avons apprécié le travail dont il s'était occupé pendant plusieurs années, et la décision a traduit l'impression générale que le jury recueille de la lecture de ces travaux et de cet après-midi de discussion. C'est la décision finale, a été la proclamation de M. Cheikh Anta Diop comme docteur ès-lettres avec la mention honorable. L'origine de l'humanité. Vous savez que l'humanité a pris naissance en Afrique. La séparation de l'homme et de l'animal s'est effectuée en Afrique, on n'en doute plus. Cet événement important a eu lieu il y a environ 5 600 000 ans. C'est en Afrique qu'on trouve représentés tous les spécimens d'hommes fossiles à l'exclusion de tout autre continent. Les deux variétés d'Australopithèque, l'Australopithèque robustus, l'Australopithèque gracile, l'Homo habilis, l'Homo erectus, l'homme de Néandertal, l'ancien Homo faber donc, et l'Homo sapiens sapiens, l'homme 2 fois sage comme vous et moi. Ce dernier spécimen est né en Afrique il y a 120 000 ans. Et cette humanité est née sous l'équateur, sous la latitude du Kenya. C'est-à-dire sous une latitude où le flux de radiation ultraviolette est tel que tout organisme humain né sous cette latitude est nécessairement pigmenté et noir. Il n'aurait pas été possible à la première humanité de survivre si elle n'était pas pigmentée, la nature ne créant rien au hasard. Donc la pigmentation a une fonction protectrice de l'organisme et protège l'organisme contre les radiations ultraviolettes qui auraient détruit complètement toutes les cellules de l'organisme. Cette humanité s'est développée en Afrique de 120 000 ans à moins 40 000 ans. Elle est sortie de l'Afrique par 2 voies, par l'isthme de Suez, et c'est pour ça qu'on trouve des spécimens en Palestine, mais qui sont plus récents que les spécimens africains. Et je connais ceux qui font ces fouilles dans cette région, en particulier le professeur Van der Merch. Mais lorsqu'on sert la chronologie de près, on voit que tous les spécimens trouvés en Palestine sont plus récents que les spécimens africains. C'était la voie de sortie de l'homme africain. Non pas seulement de l'Homo sapiens sapiens, mais aussi des spécimens fossiles qui n'ont pas survécu et dont je viens de parler. L'autre voie de sortie, c'est Gibraltar. C'est par là que les hommes sont passés. Ils ont laissé des traces. Toute la peinture dans les grottes, la peinture rupestre, montre que c'est par là que l'homme est sorti. C'est seulement au sud de l'Europe, vers les mers chaudes, vers la Crimée, le sud de la France, le sud de l'Espagne, ce sont ces régions-là qui étaient habitables. Et c'est là qu'on trouve concentrée la première humanité négroïde il y a 40 000 ans qui a vécu en Europe. Et autant il était nécessaire d'être noir pour survivre en Afrique, autant sous les climats froids, tempérés, où il n'y a pas de flux de radiation ultraviolette, il faut avoir une peau claire pour survivre. Et l'homme noir s'est dépigmenté, c'est une loi de la nature. Et sa morphologie également a changé à la suite de l'adaptation aux conditions de respiration dans le froid. Et le blanc, le premier type blanc est apparu, toute idéologie mise à part, il y a 20 000 ans au Solitréen, et c'est l'homme de Cro-Magnon. Le premier nègre, le premier habitant de l'Europe est un négroïde.
qui est l'homme de Grimaldi. Quand je me situe seulement au stade de l'homo sapiens sapiens, j'ai laissé tomber les homo erectus et autres qui effectivement aussi sont sortis de l'Afrique parce que ça nous mènerait très loin. Donc voilà le processus par lequel le blanc est sorti du noir, déjà. Et toutes les autres races aussi par filiation plus ou moins indirecte. On aurait pu s'étendre et expliquer dans le détail comment cette humanité est sortie par le détroit de Bering pour aller peupler l'Amérique. Je m'en tiens là pour le processus du peuplement de la Terre, et aussi comment l'autre branche qui est passée par l'isthme de Suez est allée par les îles de la Sonde peupler aussi l'océan. Alors donc cette humanité qui est née en Afrique, qui était nécessairement négroïde, et qui est née aux sources du Nil, je reviens maintenant à l'Égypte, cette humanité est née aux sources du fleuve Nil, exactement au sens propre du terme, et elle était noire foncée. Alors cette humanité a colonisé progressivement la vallée, avait devant elle 120 000 ans pour descendre de la région de l'Ouganda au delta du Nil. Voyez ? Le peuplement de l'Égypte ancienne. Le fait que les anciens Égyptiens aient été des Noirs nous est prouvé par plusieurs témoignages. On peut aussi démontrer ce fait par tout un ensemble de preuves. Je vous en citerai tout à l'heure quelques-unes, mais je vais commencer par les témoignages. Les Grecs, à l'époque classique, qui n'avaient aucun intérêt à nous présenter les Égyptiens sous un faux jour ethnique, nous les avons toujours décrits comme étant des Noirs. C'est le cas d'Hérodote qui a visité l'Égypte à une époque d'ailleurs où l'Égypte a perdu son indépendance. C'était sous les Perses, en moins 455, Hérodote a visité l'Égypte, il a trouvé que les Égyptiens étaient des Noirs. C'est dans le livre 2, autant que je m'en souviens, dans Euterpe, qu'il donne tous ces détails, à 3 reprises, d'abord pour expliquer la présence d'un îlot de Noirs dans cette région. Et alors Hérodote dit que c'était les Colches. Et c'était un fait intriguant pour les savants de l'Antiquité, les philosophes qui se disaient comment se fait-il en plein 5e siècle qu'il y ait un îlot de Noirs comme ça au sein des nations blanches. Et Hérodote donnait entre autres raisons, il disait que c'était dans ces Égyptiens et que c'est pendant les conquêtes de toutes nos histoires qu'on appelait ces Sésostris que les Égyptiens avaient mis ici une garnison. Ceci était consécutif, vous le savez bien, à l'invasion des Hyksos. L'Égypte avait été précédemment envahie par les Hyksos, et c'est la 18e dynastie qui a donc expulsé les Hyksos, et les Égyptiens ont créé des sortes de marches frontières aux extrémités de l'Empire pour prévenir de telles invasions. Alors Hérodote explique que c'était les vestiges de cette armée, de ces garnisons de Sésostris, c'est-à-dire de toutes nos histoires. Et il dit que la preuve que c'était des Égyptiens, c'est que ils ont la peau noire et les cheveux crépus, mais que ça ne suffit pas comme preuve parce que en plus de ça, il y a le fait aussi qu'ils sont circoncis, etc. Alors donc, nous avons là un témoignage d'Hérodote très précis. De même, lorsque Hérodote parle de la fondation de l'oracle de Jupiter Ammon en Libye, il explique encore que ce sont 2 femmes qui ont été volées par les Phéniciens à Thèbes. Les Phéniciens auraient pris 2 femmes à Thèbes pour venir fonder l'oracle de Jupiter Ammon ici. Hérodote dit que ces femmes étaient des Égyptiennes, parce que quand on nous dit que les femmes étaient symbolisées par des colombes, alors Hérodote dit que quand on nous dit que ces femmes étaient ou ces colombes étaient noires, on nous laisse entendre que ces femmes étaient égyptiennes. Il en est de même d'Aristote, le précepteur d'Alexandre. Dans Physionomie, il a laissé encore un témoignage montrant que les anciens Égyptiens étaient des Noirs. C'est le cas d'Échille, dans les Suppliantes. Échille décrit l'Égyptien, n'est-ce pas, qui ramait dans les Égyptiades, qui donc comme des Noirs. Il en est de même de Diodore de Sicile, qui a vécu sous César Auguste, et de Strabon également, et Strabon pourtant était un chauvin. Mais Strabon, lui aussi, avait décrit les Égyptiens comme des Noirs. De même, Ammien Marcellin et Achille Tacius. Et la description d'Achille Tacius est intéressante
parce qu'il donne un détail sur ce qu'il appelle les bouviers du delta. Et ces indications nous donnent presque la certitude que cette population était probablement les Peuls actuels. Et ceci vient corroborer tous les faits partiels que nous avions trouvés déjà sur l'origine des Peuls, mais il les décrit comme des bouviers qui sont très belliqueux, qui vivent dans la région du delta et qui étaient déjà fortement métissés. Il les trouve noirâtres comme les Éthiopiens, etc. Alors, je pense que les bouviers du delta d'Achille Tacius, ce sont probablement un rameau des Peuls, et ceci pourrait être une piste pour la recherche africaine. De même, Apollodore également et Diogène Laërce ont déposé dans le même sens, ainsi de suite. Et si vous prenez le temps qui sépare Ammien Marcellin d'Hérodote, cela vous fait 800 ans. 800 ans pendant lesquels les Grecs et les Latins, Ammien Marcellin était un Latin, donc n'ont cessé de nous décrire les Égyptiens comme une population africaine noire, mélanoderme. La Bible, le témoignage de la Bible doit être pris en considération. Et la Bible nous apprend de façon très nette que l'Égypte était habitée et l'Égypte était une nation noire. Prenez la Genèse, prenez l'Exode. La Genèse dit justement que Cam, n'est-ce pas, les descendants de Cam, ce sont Misraïm, c'est-à-dire l'Égypte, Couche, l'Éthiopie, Canaan, Pout et Avila, n'est-ce pas, Saba, qui sont en Arabie, et Loudim, qui serait, n'est-ce pas, en Libye, avant l'arrivée du Libyen, le Coderme. Parce qu'il y a eu dans cette région-là, ce qui induit souvent en erreur, c'est qu'il y a eu un Libyen noir qui a précédé le Libyen blanc, qui n'est arrivé qu'à l'époque où les peuples de la mer ont commencé à envahir l'Égypte sous la 19e dynastie. Ensuite, le témoignage de la tradition arabe et musulmane. Il est certain que pour tous les savants arabes qui ont écrit, pour toute la tradition musulmane, l'Égyptien ancien était des Noirs. Et même l'Arabie sabéenne, anté-islamique, était habitée par le peuple de Saba, qui aussi, du point de vue même du Coran, est considéré comme un peuple africain noir. J'en arrive maintenant, très rapidement, aux autres preuves. Les preuves positives que l'on peut fournir montrant que les anciens Égyptiens étaient des Noirs, il y en a une qui résulte de mes propres investigations. Je m'étais dit que si les anciens Égyptiens sont des Noirs, on peut le savoir en étudiant la peau des momies. Effectivement, j'ai procédé à une telle étude et j'ai déposé la conclusion dans un article, j'en ai parlé aussi dans le cadre du congrès du Caire. C'est-à-dire que si vous faites des prélèvements, vous pouvez monter des préparations de l'ordre de quelques microns, de quelques 4 à 5 mu. Vous pouvez éclaircir avec du benzoate d'éthyle. Vous pouvez regarder en lumière polarisée ou même en lumière naturelle. Si vous regardez en lumière polarisée, vous pouvez rendre fluorescents les grains de mélanine. Et il reste encore, quel que soit le traitement de la peau de la momie, il reste encore suffisamment de mélanocytes avec suffisamment de grains de mélanine pour qu'on se rende compte que c'est une peau qui contient un taux de mélanine incompatible, n'est-ce pas, avec l'idée d'une race leucoderme. Et une autre preuve, c'est le canon de Lepsius. Vous savez que Lepsius est un Prussien du 19e siècle, mais c'était un savant de bonne foi. Et je crois que nous devons rendre hommage aux savants de bonne foi, ceux qui ont le courage. Moi, je respecte l'objectivité. L'objectivité est une force qui n'est pas donnée à tout le monde. Il a établi ce qu'on a appelé le canon de Lepsius, c'est-à-dire des mensurations ostéologiques. Il a fait un quadrillage de l'Égyptien parfait et il décrit l'Égyptien parfait comme un nigricien. Alors, rappelez-vous que les premiers grammairiens européens, en particulier allemands du 19e siècle,
C'était d'ailleurs à la suite, je crois, d'un voyage de Leibniz au siècle précédent. Donc Leibniz avait déjà constaté qu'il y avait une parenté entre le germanique et le vieux persan. Il l'avait vaguement perçu. Et au XIXe siècle, les grammairiens allemands se sont mis à travailler et progressivement, on est arrivé donc à dégager ce qu'on appelle la famille indo-européenne au début du XXe siècle. Et on est arrivé par des méthodes linguistiques rigoureuses à établir, n'est-ce pas, l'existence d'une grande famille indo-européenne. Alors, au début, il ne peut pas en être autrement. J'ai comparé le Wolof avec l'égyptien ancien. On a dit qu'il fallait donc faire l'inverse, plutôt dégager une famille africaine et puis ensuite comparer cette famille avec l'égyptien. C'est une façon de parler. Vous avez bien vu, comme si j'ai cité le cas des grammairiens allemands, c'est précisément pour montrer que une parenté est toujours perçue d'abord entre des langues qui sont relativement éloignées, et cette parenté peut être suivie de proche en proche et on arrive à mettre au point une méthode mieux élaborée pour dégager la grande famille. Alors, nous n'avons pas encore dégagé la grande famille africaine selon des méthodes scientifiques rigoureuses, mais la parenté que j'ai établie entre le Wolof et l'égyptien ancien, et même entre plusieurs langues africaines et l'égyptien ancien, c'est une parenté de type génétique. C'est-à-dire, c'est une parenté qui ne peut pas être fortuite parce qu'elle porte sur la morphologie et la syntaxe. Alors la question que l'on pose est la suivante. Comment se fait-il que ces formes grammaticales soient conservées à travers le temps? Ça, c'est un problème d'histoire, mais que cette parenté soit évidente, qu'elle existe, il n'y a pas de doute. Alors, il y a le fait, je crois, pour répondre partiellement à cette question, on s'aperçoit que si les langues européennes ont évolué très vite, et surtout les langues romanes, si à partir du latin, si le latin a éclaté en quelques siècles pour donner naissance aux langues romanes, c'est à cause des invasions barbares. L'Europe a connu des bouleversements sociopolitiques extraordinaires à la fin de l'Antiquité. Et des gens d'un autre parler sont venus qui ont bouleversé complètement le latin et qui l'ont déformé de plusieurs manières, et ça a donné naissance aux langues romanes. Alors, un phénomène de ce genre ne s'est pas produit en Afrique, et c'est la raison pour laquelle les formes linguistiques ont été conservées pendant un laps de temps si long. C'est de cette manière qu'il faut comprendre ce qui nous paraît au premier abord comme invraisemblable. Mais le fait existe. L'égyptien ancien est une langue africaine, n'est-ce pas? Et c'est l'attestation écrite la plus ancienne des langues africaines. Et cela nous permet aujourd'hui donc de faire de la linguistique diachronique. Cela nous permet, disposant de ces formes archaïques en quelque sorte, nous avons la possibilité de faire de l'archéologie linguistique en quelque sorte à partir des formes égyptiennes. Et donc c'est d'un intérêt scientifique immense. Donc, je peux vous dire ceci. Toutes les formes verbales égyptiennes ont survécu en Wolof, par exemple. Tous les classificateurs, j'ai pu établir une correspondance phonétique entre les classificateurs égyptiens et les classificateurs Wolof. J'ai pu expliquer la genèse du déterminatif Wolof, de l'interrogatif Wolof, donc de l'ensemble des 8 classes Wolof et de toutes les formes de conjugaison Wolof à partir des formes égyptiennes, comme si vous aviez un bâtiment qui s'est effondré et que, ayant retrouvé le plan du bâtiment, vous arrivez à remettre chaque pierre à sa place. Alors, tout cela pour vous dire que la parenté de l'égyptien ancien et des langues africaines est en fait démontrée, et l'égyptien ancien n'est pas une langue sémitique. L'égyptien ancien n'appartient pas à la famille de l'arabe, il n'appartient pas à la famille de l'akkadien, il n'appartient pas à la famille du libyen, il n'appartient pas non plus à la famille des langues indo-européennes. Ceci a été également démontré au Caire, et au Caire, l'égyptologie a bel et bien pris le virage, et l'égyptologie a reconnu officiellement que l'égyptien ancien n'est pas une langue sémitique.
L'apport de l'Égypte à la Grèce antique. L'Égypte a été l'institutrice de la Grèce dans toutes les disciplines, c'est en fait certain. Ce sont les Grecs eux-mêmes qui le disent, ce sont eux-mêmes qui nous l'apprennent. Les Grecs étaient très fiers de dire qu'ils sont allés s'instruire en Égypte pour dire qu'ils sont devenus des savants comme les Africains. Nous sommes aujourd'hui souvent fiers de dire que nous avons été faire des études à Londres ou à Paris, ou à Berlin. Alors, voilà quels étaient les rapports. Il n'est arrivé à aucun moment à la Grèce l'idée de se comparer à l'Égypte, justement. Même la Grèce, n'est-ce pas, de l'époque classique, a continué à vénérer l'Égypte. Et c'est cela qui frappe aujourd'hui l'imagination des spécialistes. C'est cela qu'ils veulent nier. Vous ne pourrez pas trouver dans les textes grecs de l'époque classique une contestation de l'Égypte en tant que mère des sciences. Au contraire. Diodore de Sicile l'a suffisamment montré. Hérodote l'a suffisamment montré. Strabon parle également même des Grecs célèbres qui ont fait un stage en Égypte, comme Platon et Eudoxe. Thalès, qui a introduit la géométrie en Grèce, est allé s'instruire en Égypte, d'après la tradition grecque même. Pythagore également, il est resté 22 ans, comme je vous le disais. Démocrite, tous les grands savants grecs se sont instruits en Égypte. Et à l'époque ptolémaïque, ils vont venir tous s'installer à Alexandrie. Pourquoi? Comment se fait-il que le foyer de rayonnement de la Grèce se trouve hors de la Grèce précisément? C'est comme si, par exemple, la France impériale avait installé le centre de son développement culturel et intellectuel à Dakar et non pas à Paris. Comment expliquer cette anomalie? Comment se fait-il que toutes les sciences grecques se soient développées en Égypte et non pas en Grèce? Euclide, c'était en Égypte. Aristote, il était allé en Égypte. Tous les savants grecs qui ont fait l'honneur, qui ont fait la réputation de la Grèce, étaient en Égypte, et surtout à l'époque hellénistique. Comment expliquer cela? Parce que l'Égypte offrait une infrastructure scientifique que seule elle possédait à l'époque. Même l'Égypte, qui a cessé d'être indépendante, continuait à être l'institutrice de la Grèce dans le domaine du savoir. Et si la Grèce avait connu la pensée mathématique avant d'entrer en contact avec l'Égypte, on aurait pu discuter. Si la Grèce avait connu la pensée philosophique avant d'entrer en contact avec l'Égypte, on aurait pu discuter. Mais je vous défie de trouver un élément de pensée mathématique, de pensée philosophique, de pensée scientifique grecque avant le contact avec l'Égypte. Il n'y en a pas. La Grèce était semi-barbare. Au VIe siècle, quand elle entrait en contact avec l'Égypte, quand ses premiers voyageurs comme Thalès venaient en Égypte, la Grèce était réfractaire à la science. La Grèce était réfractaire à la philosophie. La Grèce était réfractaire à la pensée scientifique d'une façon générale. Et c'est la raison pour laquelle les premiers néophytes grecs, que sont Thalès, Pythagore et autres, qui vont entrer en Égypte pour s'instruire de la science égyptienne, ils vont avoir toutes les difficultés pour acclimater cette science en Grèce. Il y avait antinomie entre science, philosophie et État grec. L'État cité s'entend. Par contre, la science est née à l'ombre du pouvoir politique en Égypte, était au service du pouvoir politique, et la pensée philosophique aussi. Et donc, voilà comment cette science s'est développée en Afrique noire, et voilà comment elle s'est propagée en Méditerranée septentrionale. Et seuls les Grecs qui ont vécu en symbiose avec l'Égypte ont pu hériter de ces éléments. Falsification de l'histoire. Ce qu'il faut noter, c'est que au moment où l'impérialisme, n'est-ce pas, atteint son apogée en quelque sorte, dans l'État moderne, en tout cas au XIXe siècle, au début du XIXe siècle, l'Occident découvre que c'est l'Égypte et une Égypte noire qui a apporté tous les éléments de la civilisation en Europe. Et cette vérité, il n'était pas possible de l'exprimer. Voilà la vérité, voilà la réalité. C'est que l'Occident, qui se
qui se croyait chargé d'une mission civilisatrice en direction de l'Afrique, découvre, en fouillant dans le passé, que c'est précisément cette Afrique noire, aujourd'hui son esclave, cette Afrique noire apparemment en régression, c'est bel et bien cette Afrique noire qui lui a donné tous les éléments de la civilisation, aussi extraordinaire que cela puisse paraître. Et cette vérité, tous les savants n'étaient pas également disposés à l'exprimer sans nuance. Donc, la communauté des savants s'est scindée en deux groupes. Les savants de bonne foi qui ont eu le courage de regarder la vérité en face et de dire aussi extraordinaire que cela puisse paraître. Pourtant, c'est cela. Et Volney faisait partie de ces savants. Il était contemporain de Napoléon Volney. C'est un savant du 18e siècle, 19e siècle, qui a voyagé beaucoup et qui est contemporain de Napoléon. Il faisait partie de ceux qui avaient le courage d'exprimer cette idée. Et ensuite, toute la lignée presque des égyptologues qui ont falsifié l'histoire de l'humanité de génération en génération et qui ont commis un crime le plus grave contre la science et l'humanité. Au sein de ces égyptologues aussi, il y a eu une tendance beaucoup plus modérée qui a essayé d'exprimer une vérité plus ou moins fardée. Voilà. Donc, c'est comme ça, de falsification en falsification, qu'on en est arrivé à dire que l'Égypte est un accident géographique en Afrique. Et quand on parle de l'Égypte, on parle de l'Orient. L'Égypte, ce n'est pas l'Orient, c'est l'Afrique. L'orientalisme est une frustration, c'est une falsification. Il faudra bien qu'il arrive un moment où, après 1000 vérifications, quand les Africains seront édifiés sur ces faits, qu'ils prennent leurs responsabilités et que dans certains domaines quand même, qu'ils s'écartent de l'idéologie parce que les autres font de l'idéologie, même si aujourd'hui ils occupent le haut du pavé, même si aujourd'hui ils sont les pays les plus développés, ils ont failli dans le domaine de la transmission des connaissances dans le domaine des sciences humaines. Ils n'ont pas été capables, ils ont falsifié parce que ce sont des savants de très haut niveau. C'est pas par ignorance, mais c'est par idéologie, c'est par réaction purement humaine qu'ils ont falsifié. Il y a eu des falsificateurs de l'histoire, ils ont commis ce que j'appelle, et je pèse bien mes mots, un véritable crime contre l'humanité, parce que c'est dégradant pour quelqu'un qui est chargé de propager le savoir, de transmettre sciemment des contre-vérités. Et il y a des générations entières de spécialistes occidentaux qui ont été coupables de ce crime à l'égard de l'humanité. Et ils le savent. Ils le savent. Et après, c'est sur la base de ces faits falsifiés qu'on a formé des générations qui continuent à perpétuer, quelquefois de bonne foi, et qui même, une fois qu'on leur a démontré, une fois formés ainsi, quand on leur démontre la vérité, même au tableau, par éducation, ils ne peuvent plus y adhérer. Ce qui m'intéressait, c'était donc de retrouver ce chemin humble qui me conduirait à nos ancêtres les plus lointains. Et quand je suis tombé sur l'Égypte, mes camarades le savent de ma génération, j'étais gêné, ça ne m'intéressait absolument pas de tomber sur l'Égypte, pour ce que je cherchais. C'est le fil conducteur, c'est la continuité, c'est la restauration de la conscience historique qui m'intéressait. C'est cette conscience historique qui est le ciment, qui réunit les individus d'un peuple, qui fait qu'un peuple n'est pas une population, un agrégat d'individus sans lien. C'est ce sentiment historique seulement que je voulais restituer, restaurer. Et je ne peux pas non plus, en aboutissant à l'Égypte, falsifier l'histoire par complaisance pour être dans le vraisemblable du moment. C'était tout. Quand je suis tombé sur l'Égypte, par la linguistique surtout, eh bien, ça m'a ébloui, mais ça m'a gêné. Parce que je me suis dit, on va me faire des procès d'intention, on va dire que nous allons inventer une histoire pour doper exactement ce qu'on a dit, que c'était pour doper les peuples en lutte pour l'indépendance, que nous avons fait ça, qu'on nous comprend, et on était en train d'analyser ma conscience pour savoir les motivations psychologiques qui pouvaient me pousser à faire ceci et cela. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu dans la vie? Toutes sortes d'arguments, sauf la bonne, qui consiste à discuter avec moi sur le terrain scientifique. Bon, alors donc, moi je les attendais et je souriais. Donc j'assumais tous les qualificatifs, toutes les épithètes dont on m'affublait, je les ai assumés allègrement et je les invitais seulement à venir discuter sur le terrain scientifique pour savoir une chose est ce qui nous motive, autre chose est la vérité ou non de ce que nous disons.
Et c'est sur ce terrain scientifique que j'ai invité la communauté scientifique à discuter. Voilà. Le colloque du Caire. Lorsque l'UNESCO m'a demandé de participer à la rédaction de l'histoire générale de l'Afrique, j'ai dit que je ne pouvais pas, sous prétexte qu'on écrit un ouvrage de portée mondiale, n'est-ce pas, m'exprimer par des euphémismes. Donc, il faut que toute la communauté scientifique se réunisse au Caire, qu'on débatte de cette question brûlante de l'origine africaine de l'Égypte et de l'origine nègre de l'Égypte, et que tous les savants et spécialistes qui ne sont pas d'accord viennent. Et qu'on les avertisse 2 ans à l'avance au moins, et qu'ils ne viennent pas dire qu'ils ne savaient pas ce qui les attendait. Je garantis la sérénité des débats, je garantis la courtoisie des débats, et du côté africain, je ne serai qu'avec 2 collaborateurs, 2 qui, comme moi, pouvaient lire les hiéroglyphes, les autres, je n'en avais pas besoin parce qu'ils ne pouvaient rien apporter. Et même, des historiens qui utilisent des ouvrages de seconde main sur cette question sont plus dangereux que ceux qui ne savent rien. Parce qu'ils se prononcent sur des questions qu'ils ne connaissent pas, et pour toutes sortes de raisons, ils peuvent faire plus de mal que de bien. Donc, nous n'étions que 2 finalement. Le 3e même a eu un empêchement. Et cela permettait d'élargir la délégation occidentale et de faire venir tous ceux qui le voulaient. L'Amérique était représentée par son département même d'égyptologie à Luxor. L'Égypte était représentée par la cohorte de ses savants sur place. La France était représentée par ses meilleurs égyptologues, le professeur Vercouter, Leclan, qui sont tous académiciens maintenant, et Sonoron, qui était un des meilleurs pour la langue égyptienne, de Bonum. La Scandinavie était représentée par l'académicien C.O. Soderberg, et ainsi de suite. Maintenant, à propos du colloque du Caire, ça a été un combat à armes courtoises, à la loyale, mais tout de même qui a permis de clarifier un certain nombre de points. Je vous lis quelques dépositions. À propos de la culture égyptienne, le professeur Vercouter rappelle que pour lui, l'Égypte est africaine dans son écriture, dans sa culture et dans sa manière de penser. Le professeur Leclan est devenu académicien depuis. Il est le plus jeune membre de l'Institut. Donc, le professeur Leclan, lui, reconnaît ce même caractère africain à la civilisation égyptienne dans son tempérament et dans sa manière de penser. Si c'est la culture qui était en jeu, donc la cause est entendue. Il s'agissait de trouver la culture antérieure à laquelle il était légitime pour les Africains de rattacher leur culture actuelle. Cette question a été tranchée par les débats du Caire. En tout cas, voilà les dépositions de la bouche même de nos interlocuteurs, de ceux qui avaient été désignés pour discuter la question avec nous. Et le professeur Davis a rédigé ce rapport avec une objectivité digne d'éloge, il faut le dire. Mais dites-vous que ce rapport a été discuté point par point. Ce que je vous dis ici, c'est ce qui a été discuté en assemblée plénière du colloque et retenu comme le minimum sur lequel on était d'accord. Puisqu'il y a beaucoup de points de désaccord et vous lirez la totalité du rapport. Je vous lis seulement quelques points saillants. Il faudra lire l'ensemble pour avoir toutes les nuances. Alors, à propos de la linguistique, sur ce point, à la différence des précédents, l'accord entre les participants s'est révélé large. Les éléments du rapport du professeur Diop et le rapport du professeur Obenga ont été considérés comme très constructifs. Et le rapport continue. Contre l'affirmation du professeur Diop que l'égyptien n'est pas une langue sémitique, le professeur Abdallah rappelle que l'opinion inverse a été souvent exprimée. Et voici la déposition du professeur Sonoron, qui est le chef de file de l'égyptologie française, au bout de toutes ces discussions et après toutes les preuves que nous avions fournies au tableau. Je rappelle également, pour que vous compreniez bien le sens des phrases que je vais vous lire, que chaque fois que nous faisions une démonstration au tableau
Obenga et moi-même, nous insistions, je prenais soin d'insister sur la valeur de la méthode que nous appliquions. Et nous mettions l'érudition moderne au défi de montrer la moindre différence dans notre démarche scientifique. C'est-à-dire de dire si nous appliquons les mêmes critères scientifiques dans nos démonstrations que ceux qu'ils ont appliqués pour démontrer l'existence de la famille indo-européenne. Et s'il s'est révélé que nous appliquons réellement les mêmes critères, il faut qu'ils le disent dans le rapport. Parce que on avait l'habitude, vous savez, l'expérience sert à quelque chose, on avait l'habitude toujours dans les discussions de salon de dire que c'est un assemblage de mots, que c'est des rencontres hasardeuses, etc., etc. Alors donc tout ceci pouvait être jugé autrement. Alors voilà donc le professeur Sonneron. Plus largement, le professeur Sonneron souligne l'intérêt de la méthode proposée par le professeur Obenga après le professeur Diop. L'égyptien est une langue stable durant au moins 4500 ans. L'Égypte étant placée au point de convergence d'influence extérieure, il est normal que les emprunts aient été faits à des langues étrangères, mais il s'agit de quelques centaines de racines sémitiques par rapport à plusieurs milliers de mots. L'égyptien ne peut être isolé de son contexte africain et le sémitique ne rend pas compte de sa naissance. Il est donc légitime de lui trouver des parents ou des cousins en Afrique. C'est le professeur Sonneron. Vous voyez donc que l'égyptologie a pris le virage de la façon la plus officielle. Et voici la conclusion générale du rapport. La très minutieuse préparation des interventions des professeurs Cheikh Anta Diop et Obenga. Je m'y suivais bien parce que les phrases de ce rapport sont toujours carabinées. Alors si vous ne le suivez pas, le sens vous échappe. Alors, le texte dit ceci. La très minutieuse préparation des interventions des professeurs Cheikh Anta Diop et Obenga n'a pas eu, malgré les précisions contenues dans le document de travail préparatoire envoyé par l'UNESCO, une contrepartie toujours égale. Il s'en est suivi un réel déséquilibre dans les discussions. Sur le plan de la méthodologie scientifique, il faut absolument être sévère avec soi-même. Si nous critiquons la partialité des autres pour tomber dans le même travers, ce n'est plus la peine. À ce moment aussi, nos œuvres, tout ce que nous aurons fait sera frappé de la même caducité. Je crois que sur le plan de la rigueur scientifique, il n'y a pas de concession à faire. Il faut absolument être sévère avec soi-même. Ou alors peut-être quelque chose qui va être sans doute important dans l'élaboration et dans l'écriture de l'histoire africaine, c'est l'utilisation de la tradition orale. Oui, mais la tradition orale est très riche d'informations, mais la difficulté réside dans le fait que le cadre chronologique n'est pas précis. Il est extrêmement difficile de loger les faits que l'on relate dans la tradition orale dans leur vrai cadre chronologique. Les faits relatés ont une base historique, mais après ils sont délogés de leur cadre chronologique et il faudra un travail extraordinairement sérieux pour arriver à les replacer dans leur vrai cadre chronologique. C'est ça la grande difficulté lorsque nous parlons de la tradition orale, sinon de sa richesse personne ne doute, tout le monde en convient. Et c'est une source très importante pour écrire l'histoire africaine, une source que personne ne peut négliger. Mais nous devons avoir toujours présent à l'esprit le problème du cadre chronologique. Justement, vous faites bien de souligner le fait que la tradition orale, il ne faut pas la négliger, parce que pour des cultures essentiellement orales, c'est très important, donc cette façon de conserver un certain nombre d'événements. Mais je pense que l'historien africain a quand même recours à d'autres sources de documents. Bien sûr. D'abord des sources archéologiques qui prendront de l'importance de plus en plus avec le temps, au fur et à mesure que les équipes archéologiques seront formées pour fouiller. Je crois que la plupart des informations qui nous seront utiles pour l'histoire africaine sont maintenant dans la terre. Il faudra bien que nous fassions parler
les témoignages archéologiques, les fossiles, plus qu'on ne l'a fait jusqu'ici. Et en attendant, il faut faire flèche de tout bois. Nous avons surtout, pour la période du Moyen-Âge, nous avons les chroniqueurs arabes pour l'Afrique de l'Ouest, les tariq el-Soudan, les tariq el-Fitash, qui sont écrits, qui sont des textes historiques de très grande valeur, qui ont été écrits par des lettrés africains de l'université de Tombouctou. Et nous avons tous les textes arabes des voyageurs, comme Bekri, comme Idrissi, comme Ibn Battuta, qui a visité le Soudan, et bien d'autres écrivains arabes. Le devenir des sciences humaines en Afrique. On m'a fait beaucoup de procès d'intention, mais des études venant prouver le contraire, on n'a pas pu en faire de consistantes. Jusqu'à maintenant Non, jusqu'à maintenant, si vous en connaissez, dites-le moi. Je crois que le colloque du Caire en est la preuve. Comme je l'ai dit hier, c'est moi-même qui avais demandé la tenue de ce colloque, parce que j'étais beaucoup gêné lorsqu'il s'est agi d'écrire l'histoire générale de l'Afrique. Je savais qu'on continuerait à faire des procès d'intention et à dire que nous soutenons des thèses qui ne sont pas tout à fait démontrées. Et j'ai pris les devants en disant que pour utiliser ces thèses dans l'histoire qu'on va écrire, je voudrais qu'on les discute au préalable avec le monde, la communauté scientifique internationale. Et que la communauté scientifique internationale accepte d'en éprouver la consistance. Ce qui a été fait, et vous connaissez la suite. 28 ans après, d'ailleurs, bon, ça n'a pas changé, puisque... Ça change, ça, si vous voulez, ça a évolué, mais positivement, le point de vue a évolué, c'est-à-dire que de nouveaux arguments très forts sont venus s'ajouter à ceux dont je disposais à cette époque-là, et des arguments de toute nature, d'ordre linguistique, d'ordre anthropologique, et tout. C'est certain. Il est certain que les Égyptiens étaient des Africains, ça on peut le démontrer de plusieurs manières. Et la civilisation égyptienne avait des tares, elle avait des faiblesses. Je crois qu'il faut qu'on évite de... Je n'ai pas cherché à déifier l'Égypte, j'ai cherché seulement à connaître le patrimoine culturel de l'Afrique pour que les Africains puissent bâtir un corps de sciences humaines. Imaginez un peu l'Occident coupé du passé gréco-latin. J'ai défié n'importe quel Européen de bâtir un corps de sciences humaines. Il ne le pourrait pas. Si l'Europe a pu bâtir un corps de sciences humaines, c'est parce qu'il y a ce va-et-vient constant vers le passé gréco-latin. Donc, l'Afrique coupée de son vrai passé, l'Afrique coupée de ses véritables antiquités, ne pourrait pas bâtir un corps de sciences humaines parce qu'il lui manquerait ce référentiel culturel, sans quoi il est impossible de bâtir un corps de sciences humaines. Alors, c'est le seul intérêt culturel que cela présente. Vous voyez, là, nous pouvons faire de la diachronie parce que nous avons pu, de cette manière, introduire la dimension historique. Donc, nous pouvons remonter dans le temps et voir quelles sont les formes antérieures qui existaient avant les formes linguistiques actuelles. Tant qu'on s'était condamné à rester dans le présent, on pouvait faire tout simplement de la linguistique structurale, une coupe transversale dans le temps, mais on ne pouvait pas faire cette remontée dans le temps pour analyser les formes anciennes qui ont disparu. Voilà le seul intérêt scientifique, enfin un des intérêts scientifiques que présentent ces travaux. Cela est vrai aussi dans le domaine des institutions sociales, c'est vrai pour tout ce qui est la connaissance de soi. Je crois que c'est de cette manière que l'on peut être en possession de son véritable patrimoine culturel et qu'on peut, dans la plénitude, aller vers les autres et leur apporter ce qu'on a à leur apporter.
maintenant, c'est les Africains qui doivent prendre leur histoire en charge pour l'écrire correctement, sans aucun doute. Et c'est ce que nous faisons. Et non pas seulement pour édifier, comme je le disais tout à l'heure, la société africaine, mais pour édifier l'humanité entière. Cette histoire nous est commune, c'est une histoire universelle. Les premières expériences humaines ont débuté en Afrique. Lorsque l'humanité sera suffisamment éduquée pour ne concevoir plus que l'individu en dehors de toute coordonnée ethnique, pour ne voir plus chez l'individu que l'humain, mais on verra la richesse de cette expérience. C'est à ce moment-là que nous verrons comment l'homme, débarrassé de toute coordonnée ethnique, a vaincu la nature progressivement. Et ce sont ces progrès de la civilisation qu'il est intéressant de suivre. « 1974, colloque d'égyptologie au Caire. Je me suis livré personnellement à une étude de l'anthropologie physique des anciens Égyptiens et voici ma contribution personnelle dans ce domaine. Une légende tenace a fait croire que les procédés de momification qui sont à base de sel, souvent, et qui contiennent aussi des bitumes, ces produits détruisent l'épiderme à telle enseigne qu'il ne reste plus rien et qu'il n'est plus possible scientifiquement d'étudier la peau des momies pour en déduire leur ethnie. Ce point de vue est absolument erroné. Je l'affirme sur la base de mes propres investigations. J'ai étudié les momies égyptiennes qui se trouvent au laboratoire d'anthropologie physique du Musée de l'Homme à Paris, qui viennent des fouilles de Mariette. J'ai fait monter des préparations par notre laboratoire du département des vertébrés et de physiologie de la faculté des sciences de Dakar. J'ai les préparations ici que je mets à la disposition des participants du colloque pour qu'on les observe au microscope. Et nous pouvons absolument voir le taux de mélanine sous la peau des anciens Égyptiens. Il en reste suffisamment malgré la destruction partielle de l'épiderme. Dans la région qui sépare le derme et l'épiderme, il y a des inclusions des bases des cellules des mélanocytes en quantité suffisante pour révéler un taux de mélanine absolument absent chez les races leucodermes. Et j'ai voulu dès l'an dernier appliquer cette étude aux momies royales de Ramsès II, de Séti Ier et de Toutmoses III. Depuis un an, j'écris au conservateur du musée du Caire, car il ne me faut pas plus d'1 mm², 1 mm² de peau, mais prise toujours dans la même région, et je n'ai pas eu ces échantillons, je le regrette. Par conséquent, c'est une étude très facile, accessible, qu'on peut faire. Voici les lames, ce sont des préparations, il suffit de les mettre sous l'objectif d'un microscope pour voir le taux de mélanine. Alors, sur la base donc de mes propres investigations, que sont celles-ci, et jusqu'à ce que d'autres investigations viennent les contredire, j'affirme que le taux de mélanine qui est révélé au microscope, contenu même partiellement, et qui est la quantité résiduelle sous la peau des anciens Égyptiens, est absolument incompatible avec l'idée d'une race leucoderme. Voilà un fait. Ensuite, j'en arrive aux mensurations ostéologiques. Ce n'est pas pour rien que l'égyptologie a évité, bien que disposant souvent de squelettes entiers, de parler d'ostéologie. Mais il y a un grand savant allemand du siècle dernier, c'est Lepsius, justement, qui avait étudié les Égyptiens sous cet angle, qui avait carrelé l'Égyptien, ce qu'on appelle le canon de Lepsius, que tous les égyptologues connaissent. Le canon de Lepsius, justement, dit que l'Égyptien parfait est un négroïde. Le canon de Lepsius, et qui donne, mis au carreau, les proportions du corps de l'Égyptien parfait à les bras courts et négroïde ou nigricien. Pour ceux qui parlaient donc du terme négroïde et nigricien, voilà l'expression de Lepsius. Il trouve
il a carrelé le type égyptien, il a fait la mensuration ostéologique, et c'est le caractère le plus permanent, justement, quand on veut distinguer un noir d'un blanc. Vous avez bien vu que les mensurations craniologiques ne permettent de distinguer que des types extrêmes, absolument extrêmes. Les éléments que je vous ai montrés ici, si on les étudiait sous cet angle-là, si cet individu-là n'était pas vivant, parce que quand il est en chair et en os, on n'ose pas en faire un blanc, mais il sortirait, le crâne de cet individu sortirait blanchi de mensurations craniométriques. Voilà les inconvénients de la craniométrie. C'est que quand l'individu est vivant, vous n'osez pas en faire autre chose qu'un nègre, mais dès l'instant que vous avez une face haute, parce que voilà la face haute, voilà l'indice nasal, vous voyez bien, et pourtant c'est un nègre typique. Donc, voilà les erreurs voulues de la craniométrie. Donc c'est l'ostéologie seulement qui permet, dans le meilleur des cas, de distinguer un nègre d'un blanc. Et c'est ainsi surtout que l'on a distingué l'homme de Grimaldi, du Cro-Magnon, qui est venu après, et qui peut-être par filiation est sorti de lui. Ça, c'est une autre question. Donc, il existe bel et bien un procédé anthropométrique touchant à l'ostéologie qui permet de distinguer le noir du blanc. Et ce critère, Lepsius a appliqué ce critère au peuplement égyptien pharaonique, et il a trouvé que les Égyptiens étaient des nègres, des négroïdes ou des nigriciens. C'est la raison pour laquelle peut-être l'égyptologie a souvent tué les mensurations ostéologiques. Enfin, le groupe sanguin. Le groupe sanguin, même sur les cadavres de la protohistoire, on peut encore déterminer le groupe sanguin. Par conséquent, ici, il serait extrêmement intéressant, toutes les races qui ont été étudiées, tous les restes humains qui ont été étudiés déjà, peuvent être repris sous cet angle-là, sous l'étude du groupe sanguin. Parce que nous savons justement que c'est le groupe sanguin A2 qui est vraiment caractéristique du blanc avant tout métissage. Les Américains ont fait des travaux très poussés dans ce domaine-là. Alors il faudra rechercher le groupe A2 en Égypte. Parce qu'en attendant, l'Égypte appartient absolument, et toute l'Égypte jusqu'au delta, appartient au groupe B qui est encore le groupe de l'Afrique occidentale. Il y a là encore un autre fait qu'il faut prendre en considération, et à l'exclusion du groupe A2 qui est caractéristique de la race blanche avant métissage. Deuxième fait. Voilà donc pour ce qui est de l'anthropologie physique. Mais il y a un autre faisceau de preuves sur lequel il faut insister et qu'on ne peut pas minimiser non plus. Les ancêtres des Européens actuels, les Latins et les Grecs, qui étaient arrivés au stade de la lucidité et de la maturité, les philosophes, les savants de l'Antiquité ont tous déposé dans le même sens. Et ils nous ont presque unanimement tous dit que les anciens Égyptiens étaient des nègres. Et les Grecs, à l'apogée de leur civilisation, n'avaient aucun intérêt au 5e siècle, au moment où l'Égypte avait déjà perdu son indépendance sous les Perses. Parce que c'est à cette époque qu'Hérodote a visité l'Égypte. Les Grecs n'avaient aucune raison particulière de nous dire que les Égyptiens étaient des nègres et que ce sont eux qui leur ont donné tous les éléments de la civilisation. Et nous sommes pratiquement au bout du métissage égyptien. Ça faisait 3000 ans d'histoire pendant lesquelles les Égyptiens se métissaient, mais malgré ce métissage intense, le peuple égyptien était plus ou moins comparable au peuple antillais. Les constantes raciales n'étaient pas bouleversées. On n'avait pas l'impression d'avoir un blanc devant soi, parce que tous les témoignages de l'Antiquité sont là unanimes. Donc, je passe, et j'en arrive à l'époque moderne, ce qui fait qu'en pleine époque d'esclavage, quand un savant français de bonne foi a visité l'Égypte, il n'a pas pu s'empêcher de pousser un cri. Il s'agit de Volney, qui a visité l'Égypte entre 1783 et 1785, et il décrit les Coptes. Tous ont le visage bouffi, l'œil gonflé, le nez écrasé, la lèvre grosse, en un mot, un vrai visage de mulâtre. J'étais tenté de l'attribuer au climat lorsque, ayant été visiter le Sphinx, son aspect me donna le mot de l'énigme. En voyant cette tête caractérisée de nègre dans tous ses traits, je me rappelais ce passage remarquable d'Hérodote où il dit, pour moi, j'estime que les Colches sont une colonie des Égyptiens, etc. Parce que comme eux, ils ont la peau noire et les cheveux crépus. Et Volney dit plus loin, quel sujet de méditation de voir la barbarie et l'ignorance actuelle des Coptes, issus de l'alliance du génie profond des Égyptiens et de l'esprit brillant des Grecs, de penser que cette race d'hommes noirs, aujourd'hui notre esclave, est l'objet de nos mépris, et c'est là même à qui nous devons nos arts, nos sciences et jusqu'à l'usage de la parole, etc. Mais à cette déposition de Volney, immédiatement après le déchiffrement, donc vous voyez bien, je veux insister sur le fait que
l'idée que les anciens Égyptiens étaient des Noirs était une banalité jusqu'au déchiffrement des hiéroglyphes. Et c'est à ce moment-là, avec l'apogée de l'impérialisme, qu'il était devenu inadmissible de continuer à penser ainsi. Et l'égyptologie est née en même temps. L'égyptologie a fourni en même temps qu'elle naquit un effort de négation pour gommer en quelque sorte, effacer l'origine négroïde. Et je n'en veux pour preuve que le témoignage du frère de Champollion le Jeune. Champollion le Jeune était un savant de bonne foi. Mais Champollion fils Jacques fait partie de ces savants qui ont falsifié sciemment l'histoire et qui ont écrit des choses qu'un vrai savant n'écrit pas. Champollion fils Jacques, voici sa déposition. Il dit, c'est très long, la peau noire et les cheveux crépus, ces deux qualités physiques ne suffisent pas pour caractériser la race nègre, et la conclusion de Volney relative à l'origine nègre de l'ancienne population égyptienne est évidemment forcée et inadmissible. La science devient normative. Qu'est-ce qui est inadmissible en science? En science, tout ce qui est prouvable est acceptable et admissible. Et voici désormais ce que nous trouvons. C'est inadmissible. Donc, c'est ce point de vue normatif qui existe, qui est à l'état implicite, à la base des conclusions. Il fallait, c'est comme si on avait honte de cette origine nègre en pleine période impérialiste, et il fallait la gommer. Et tous les égyptologues sur l'origine des Égyptiens n'ont jamais donné des choses à partir de ce moment-là satisfaisantes. Je pense à Maspero, je pense à Bristed, je pense à toute l'égyptologie actuelle qui élude complètement le problème. J'en arrive aux Égyptiens vus par eux-mêmes. On a dit que les Égyptiens ne connaissaient pas leurs origines, je ne suis pas d'accord. Et voici ma raison. Les Égyptiens connaissaient parfaitement leurs origines et ils l'ont exprimé dans leur langue d'une façon explicite. Alors, Kem, ça veut dire noir en égyptien ancien. Et la formation d'un collectif en égyptien ancien consiste à mettre un T au singulier, à l'adjectif ou bien au substantif. Et c'est de cette manière qu'on a formé Kemt, qui veut dire le pays noir. Et c'est là que vous faites la confusion. Parce que Kemt, ça veut dire la noire, étymologiquement. Ça veut dire la noire, absolument. Kem, ça veut dire noir, c'est l'adjectif, et Kemt, c'est la noire. Mais les égyptologues avaient l'habitude de dire, puisque le déterminatif qui suit, c'est le déterminatif du pays, alors la noire doit s'appliquer à la terre et non pas aux hommes. Mais ils ne discutaient pas pour savoir si Kemt étymologiquement signifie noir ou pas. Donc, Kemt signifie étymologiquement noir, c'est le terme le plus fort qui existe en égyptien ancien pour dire noir. Si vous en connaissez un autre, d'ailleurs, dites-le moi, je n'en connais pas un autre. Bon. Alors, donc, c'est le seul terme qui existe en égyptien ancien, à ma connaissance, pour dire noir. Et alors, étymologiquement parlant, et il est écrit avec un bout de charbon brûlé. Prenez le Wörterbuch. Dans le Wörterbuch, c'est écrit avec un bout de charbon brûlé, non pas avec des écailles de crocodile. Alors, donc, l'égyptologue disait qu'il faut l'appliquer à la terre noire à cause du limon et non pas aux hommes à cause du déterminatif. Alors qu'aujourd'hui, quand nous disons Afrique noire et Afrique blanche, nous savons que nous parlons des hommes. Alors, mais là où la position des égyptologues n'est plus défendable, c'est quand le même Kemt maintenant est suivi d'un déterminatif composé de l'homme, de la femme et des trois traits du pluriel. Et à ce moment-là, si on est conséquent avec soi-même, on est obligé de dire que cette fois-ci, noir s'applique nécessairement aux hommes qui suivent au déterminatif. Parce que le déterminatif a changé. Si le déterminatif est le pays, je veux bien que noir s'applique au pays, mais si le déterminatif, ce sont les hommes, c'est l'ensemble du peuple d'Égypte symbolisé par l'homme, la femme et les trois traits du pluriel, alors on raisonne selon les mêmes critères, il faut avoir le courage intellectuel de dire que ce sont des nègres. Bon, et cette racine a proliféré dans les langues africaines. Cette racine veut dire noir, nègre également. En Wolof, nous avons aujourd'hui Khem, qui veut dire charbonné. Et nous avons Khemit en Wolof, qui veut dire ce qui a charbonné. Par conséquent, et nous avons un peu Kembu. Et nous savons bien ici comment ce B peut être engendré, du point de vue purement linguistique. Kembu qui veut dire le charbon, un peu. Par conséquent, cette racine, Khemit, a proliféré dans les langues africaines. C'est la fameuse racine kamitique, le mot kamit sur lequel nous allons longuement discuter. Voici son origine étymologique. C'est le terme par lequel les Égyptiens anciens se désignaient et qui veut dire noir charbon. Et voici, mieux encore, les Égyptiens avaient encore un autre mot, également, c'est toujours. Donc, il y a Kemkyu, également. C'est un autre adjectif national qui se transcrit Kemkyu, qui veut dire les nègres. Et ce sont ces deux adjectifs nationaux que l'Égyptien utilisait pour se désigner.
Le noir, c'est la couleur bénite chez les anciens Égyptiens. Et le rouge, c'est la couleur maudite, c'est la couleur de la stérilité. Alors, voilà pour ce qui est. Donc, les Égyptiens vus par eux-mêmes, et tous les adjectifs divins. Osiris est appelé le grand nègre, il est appelé Kember. Osiris Kember. Set, Min, Apis, Thoth, tous ont le qualificatif de noir. Isis est appelé Seit Kem. Seit Kem, qui veut dire la femme noire. Et Seit Khem, en Wolof, dans la langue sénégalaise que je parle, Seit Khem veut dire l'épouse noire charbon. Vous voyez les formes africaines. Bon, alors maintenant, je voudrais juste par ces quelques exemples vous montrer que la parenté entre l'égyptien ancien et les langues africaines est une évidence que l'érudition moderne n'a pas la possibilité d'écarter. Ce n'est pas une hypothèse de travail, c'est un fait, parce que c'est une parenté de caractère généalogique. Je vais prendre juste le verbe égyptien que voici. Je conjugue juste le verbe kef en égyptien ancien, en wolof et en copte. J'affirme, et à vous de le vérifier, que kef veut dire en égyptien ancien capturer, saisir sa proie. Kef veut dire en wolof saisir sa proie, capturer. Ces deux verbes, je les conjugue. En égyptien ancien, j'ai donc kef, i, conjugaison suffixale. Kef, ek, kef, et, T, kef, f, troisième personne du singulier masculin, kef, s, troisième personne du singulier féminin, kef, nen, première personne du pluriel commun, kef, tien, deuxième personne pluriel commun, et kef, sen, troisième personne pluriel commun. En copte, j'ai conjugué le verbe kef qui a un sens voisin. J'ai ker, ei, correspondant à la première personne égyptienne. J'ai ker, ek, même pronom qu'en égyptien. Ker, ere, ker, f, même pronom à la troisième singulier masculin, et ker, s, pluriel, ker, nen, et ker, ketou, et ker, ei. Voilà le copte. Et en wolof, j'ai keuf, na, keuf, nga, keuf, na, et à la troisième personne du singulier, j'ai justement ces deux formes qui sont devenues des formes indéfinies parce que le féminin désinentiel n'existe plus en wolof, donc ils sont devenus des pléonasmes. Nous avons keuf f et keuf s qui sont des archaïsmes en wolof. Voilà. Ensuite, je continue. Kef, keuf nanu, keuf nge, et keuf nañu. Je dis que cette parenté elle est de caractère morphologique, et si ceci c'est le présent, vous avez la même conjugaison suffixale, les mêmes pronoms à peu de choses près, et pour la forme du passé, ceci est le présent. Pour le passé, dans les trois langues, vous mettez N. Et tout ceci, vous le trouvez dans mon rapport, vous avez tout le loisir pour l'examiner en détail et le critiquer. Alors donc, maintenant, je veux montrer que ici, la parenté que je vais établir est une des plus fondamentales, elle ne prend pas plus de 2 minutes. Il s'agit de la correspondance entre les déterminatifs égyptiens et les déterminatifs wolof. Le déterminatif pou en égyptien correspond, et pou
ou bien Ipou. Je mets la forme avec le I prothétique entre parenthèses. Correspond au wolof bou, avec même signification, bien sûr. La forme est là. Nous pouvons dire donc que un P égyptien correspond à un B wolof dans ce cas-là. Et nous voyons que le P égyptien, qui était une occlusive sourde, a été sonorisé parce qu'elle s'est trouvée presque en position intervocalique. Elle s'est trouvée en position intervocalique. Elle est par conséquent devenue sonore en wolof et nous avons bou à la place du P. Et par conséquent, c'est absolument selon les lois linguistiques. Alors nous avons maintenant en égyptien ancien Pouy, P, W, Y, que j'écris I, P, W, Y également, entre parenthèses, pour montrer comment la vocalisation de l'occlusive s'est faite. Alors, nous avons en wolof Bouy, B, W, Y. Donc, nous avons ici B, P qui correspond à B, un autre mot, W qui correspond à W dans les deux langues, disons voyelle vélaire, Y à Y. Ensuite, nous avons pen, en égyptien ancien, PN, ou I, P, N, même correspondance absolue. Nous avons en wolof B, bané, avec la vocalisation, B à B et N à N. Mais je vous ai dit que je vais établir, et c'est sur là-dessus que je terminerai, que N égyptien correspond dans certaines conditions très précises à L en wolof. Donc cette forme, pen va donner deux formes en wolof qui existent absolument, qui coexistent. Il y a bané et balé. Balé. Donc nous avons cette correspondance-là. Pen, PN donne donc bané et balé, avec même signification. Je crois que ces éléments-là doivent être versés au dossier. Si la vérité scientifique intéresse la science, l'ensemble de ces faits doivent être examinés. Les anciens Égyptiens, si nous voulons clarifier ce problème, il faut appliquer les mêmes poids et les mêmes mesures. Nous disons seulement que nous entendons par race, nous savons que la notion de race est une notion tout à fait relative. C'est une notion délicate à manier. Mais il n'en demeure pas moins que l'on en parle. Et ce qu'on appelle globalement ou approximativement la race blanche en Europe, c'est ce que nous appelons globalement, relativement, la race noire en Afrique. Voilà, ça c'est clair. Alors, donc, il faudra maintenant absolument, pour bien voir, chaque fois renverser le problème pour savoir si les Africains sont sur une position correcte. Alors, nous verrons, comme je vous le disais, que à propos de la race blanche, moi je vous ai dit que l'anthroposociologie du milieu du siècle dernier et du début de ce siècle, vraiment réalisé des œuvres extraordinaires. Et je cite ici une seule phrase de Lapouge dans un article publié en 1897 où il ne posait pas moins d'une douzaine de lois fondamentales de l'anthroposociologie, dont quelques-unes sont bien typiques. Par exemple, la loi de répartition des richesses stipulait que dans les pays à mélange européus alpinus, où il y a un homme, l'homme qu'ils appelaient l'homme européen, le dolichocéphale blond aux yeux bleus, et la race alpine qui passait pour une race asservie. Donc, Lapouche disait que dans tous les pays où il y a ce mélange, la richesse croît en raison inverse de l'indice céphalique. Voilà comment on faisait de la micro-anthropologie en Europe au siècle dernier. Et il est évident que pour ces hommes, il n'y avait pas de nation européenne au sens où on l'entendait. Et pour eux, c'était la classe aristocratique supérieure. L'Europe n'était pas encore très engagée dans la colonisation. Elle commençait à peine. Alors, cette micro-analyse explosive s'appliquait au territoire européen même. Et la classe dominante, n'est-ce pas, voulait établir une distinction de race. C'était la micro-analyse explosive. Alors, cette méthode, maintenant, l'Europe l'a dépassée. Elle a compris qu'il y a une façon de prendre les choses à l'échelle macroscopique, et aujourd'hui nous ne distinguons plus en France une race alpine et une race européenne dolichocéphale. Bien qu'il y ait des nations dans le Nouveau Monde qui tiennent compte de cette existence jusqu'à présent dans les lois et dans les quotas de migration. Alors donc nous sommes là encore, toujours arrivés à cette contradiction fondamentale. Ce sont des blancs qui ont la peau noire. Vous voyez bien
Il faut sortir de là. Moi, je crois que nous sommes là pour aider justement à l'émergence d'une nouvelle conception des choses. Je crois que dès l'instant, et ceci vient de l'éducation qu'on a reçue pendant ces derniers siècles, les uns et les autres, forcément, tous ceux qui ont vécu dans cette nouvelle idéologie, n'est-ce pas, de l'époque industrielle, ne pouvaient plus se faire à l'idée d'un nègre responsable d'une création. Voilà la difficulté. Elle est psychologique, elle est dans l'esprit. C'est donc au niveau de la perception. Dès qu'une race est responsable d'une civilisation, même si elle est noire de la tête aux pieds, même si elle est lipue, même si elle est promenade, elle ne peut plus être perçue, occidentalement parlant, comme étant nègre. Le nègre, c'est un être qui n'existe nulle part. C'est le nègre, c'est un être blanc ou noir qui n'a pas créé de civilisation. Mais dès qu'on a créé une civilisation, on doit sortir de cette catégorie, même si on est noir de la tête aux pieds. Je crois que c'est cette image-là qui, même lorsqu'on est devenu, adulte, quand on raisonne et qu'on dispose de toutes ses forces intellectuelles, de toute sa force intellectuelle, et qu'on se croit affranchi des traces, si vous voulez, des entraves de ces premiers moments de la formation intellectuelle, eh bien, souvent, ce n'est pas tout à fait le cas. Et c'est ce qui reste, et c'est dans le subconscient, la plupart du temps. C'est cette fuite de la réalité palpable pour trouver à tout prix une interprétation, l'image la plus correcte, la plus adéquate pour la décrire, eh bien, c'est la lampe philosophique. La lampe philosophique, vous savez ce que c'est, que je ne vais pas donc vous la décrire en détail, mais en tout cas, c'est une lampe qui brûlait selon des principes que la science n'avait pas encore expliqués jusqu'à ce jour, ou qu'elle venait de découvrir. Et les philosophes qui jusque-là avaient créé le monde sur la base d'autres principes, pour eux, ils étaient perdus, c'était en dehors des principes, en dehors de ce qui pouvait être. Par conséquent, la flamme était là, mais elle n'existait pas. Et la négation de la race égyptienne aujourd'hui, en dépit de toute cette réalité palpable que je mets sous les yeux des plus grands spécialistes du monde, n'est-ce pas? Eh bien, c'est cela. C'est cet effet de l'éducation, je crois. Pour abonder dans le sens, vraiment, dans le sens du professeur Vercouter, et apporter une précision. C'est pour cela que j'interviens. Je voudrais dire ceci, que une mission, l'étude de la région du Darfour, le Darfour est presque contigu, pas tout à fait, mais c'est à l'ouest de cette région dont je viens de parler. Alors, la migration dont j'ai parlé s'est scindée en deux. Il y en a une qui longe en quelque sorte le tropique, qui est entre les deux tropiques, si vous voulez, entre le tropique et l'équateur, et qui s'est glissée dans ce couloir, n'est-ce pas, jusqu'au niveau du Sénégal, et l'autre qui a immédiatement suivi la vallée du Zaïre, au niveau de la vallée du Wélé, que l'on peut absolument jalonner, et qui arrive jusqu'à l'océan Atlantique, qui remonte un peu la côte, et qui s'arrête au niveau du Cameroun. Et alors, donc, les populations qui sont dans la région du golfe de Guinée, c'est-à-dire les Yoruba et autres, apparaissent comme des populations piégées. Et nous voyons là une superposition de deux populations. Nous voyons que la migration Yoruba et la migration de la région du golfe de Guinée est une migration antérieure, et alors l'autre est venu la prendre presque comme en tenaille, parallèlement d'une part et avec une descente. Donc, en étudiant le Darfour, on étudierait bien le point de départ de ces migrations, c'est-à-dire toute cette région du Haut-Nil que Mme Blanc avait signalée. Je voudrais que cette région soit inclue, la région de Nouer, Chilub, Dinka, Kaukau, avec accent mis sur l'étude des Kaukau particulièrement qui risque de disparaître. Donc ça, je pense qu'une mission dans cette région, où il y aurait, non pas moi parce que je n'ai plus le courage de faire partie de telle mission, donc je suis exclu, mais dans une mission où il y aurait des Sénégalais que l'on prendrait, ou en tout cas des gens qui sont censés être venus de cette région, qui redécouvriraient plus facilement les noms et les ethnies, qui redécouvriraient en quelque sorte le point de départ de leur tribu ou de leur clan, je crois que c'est une mission qui présenterait un grand intérêt et qui serait justement une mission pluridisciplinaire. Il ne s'agirait pas de composer seulement cette mission avec des Sénégalais, mais il faudrait qu'en plus, il y ait des spécialistes en linguistique qui viendraient de l'Ouganda ou d'autres régions, des spécialistes de telle autre langue, etc. Mais que dans le groupe, il y ait quand même quelques éléments qui ont une certaine formation, mettons du niveau de la licence, en train de préparer des thèses de 3e cycle, et venant de régions, n'est-ce pas, où ces migrations sont censées avoir abouti. Voilà pour donc l'étude que je propose. Et deuxième point, pour rejoindre la proposition du professeur Vercouter que je voudrais préciser comme travail à faire en ce qui concerne
la paléoécologie du delta. Tout au cours de son exposé, le professeur Vercouter a insisté sur le fait que le delta au nord de Mérindé était absolument inexistant et que ce que nous appelons aujourd'hui le delta au nord de Memphis, c'était absolument la mer. Il est extrêmement important de savoir à quelle époque, à cause de l'alluvionnement du Nil, à partir de quel moment l'alluvionnement a fait émerger la terre et a rendu cette région habitable. Et ce problème, le C14 peut le résoudre aujourd'hui. Voilà donc un exemple d'étude, une étude très précise, possible. La mer ou le delta s'est comblé petit à petit avec les alluvions, et quand le niveau est arrivé au niveau de la mer, c'était une région bourbeuse, et quand le niveau des alluvions a dépassé le niveau de la mer, la terre est devenue habitable. Alors cette couche de contact, qui est la couche juste au-dessus du niveau de la mer, nous pouvons aujourd'hui la dater, parce qu'elle est nécessairement composée de matières organiques qui n'ont pas eu le temps de se décomposer. Le Nil charrie donc les limons, c'est accompagné de racines de toutes sortes de matières organiques. Et alors, au niveau de cette couche, si on prend une carotte, on appelle ça une carotte, si on fait une carotte, alors on pourra atteindre cette profondeur correspondant au niveau de la mer, et je pourrais la dater conjointement au laboratoire de C14 de l'Université du Caire, qui est sous la direction du docteur Mokhtar. Et alors, il serait extrêmement important que la carotte étant prise, alors le professeur Eskender, par exemple, fait des coupes, et alors il me donne la moitié, il garde l'autre moitié, et nous datons successivement, n'est-ce pas, coupe par coupe, nous aurons un gradient des âges depuis le niveau de la mer jusqu'à l'époque subactuelle. Ce serait intéressant de faire ça. Voilà quelque chose qui ne coûte presque rien, des datations, en tout cas que nous ferions à Dakar, c'est des datations gracieuses. Donc ce ne serait même pas payant. Il n'y aurait que la carotte à sortir et à donner une partie au professeur Eskender et l'autre à nous. 1984, conférence à Niamey, Niger. Je crois que le mal que l'occupant nous a fait n'est pas encore guéri. Voilà le fond du problème. L'aliénation culturelle finit par être partie intégrante de notre substance, de notre âme. Et quand on croit s'en être débarrassé, on ne l'a pas encore fait complètement. Souvent, le colonisé ressemble un peu, ou l'ex-colonisé même, ressemble un peu à cet esclave du 19e siècle, qui libéré va jusqu'au pas de la porte, et puis revient à la maison parce qu'il ne sait plus où aller. Il ne sait plus où aller. Depuis le temps qu'il a perdu la liberté, depuis le temps qu'il a acquis des réflexes de subordination, depuis le temps qu'il a appris à penser à travers son maître. C'est un peu ce qui est arrivé aussi à l'intelligentsia africaine dans son ensemble. Parce que, en dehors de quelques questions, toutes les questions que vous m'avez posées reviennent à une seule. Quand est-ce que les Blancs vous reconnaîtront-ils? Parce que la vérité sonne blanche. C'est cela. Mais c'est dangereux ce que vous dites. Parce que, si réellement l'égalité intellectuelle est tangible, l'Afrique devrait, sur des thèmes controversés, être capable d'accéder à la vérité par sa propre investigation intellectuelle, se maintenir à cette vérité jusqu'à ce que l'humanité sache que l'Afrique ne sera plus frustrée, que les idéologues perdront leur temps parce qu'ils ont rencontré des intelligences égales qui peuvent leur tenir tête sur le plan de la recherche de la vérité. Mais vous êtes persuadé que pour qu'une vérité soit valable et objective, il faut qu'elle sonne blanche. Mais ça, c'est un repli de notre âme qui doit disparaître. Et ce sont justement les Blancs qui vont nous y aider. Moi, si je n'étais pas intimement persuadé de l'égalité des races, si je n'étais pas intimement persuadé de la capacité de chaque race de mener sa destinée intellectuelle et culturelle, mais je serais déçu. Que ferions-nous dans le monde s'il y avait réellement cette hiérarchisation intellectuelle? Mais il faudrait s'attendre à une disparition d'une manière ou d'une autre. Parce que le conflit, il est partout, il est à tous les niveaux, il est dans tous ces débats, il est jusque dans nos relations internationales les plus feutrées. Nous menons et on mène contre nous le combat le plus violent même que celui qui a conduit à la disparition de certaines espèces. Et il faut justement que votre sagacité intellectuelle aille jusque-là. Alors, donc,
toutes les questions que vous m'avez posées reviennent à peu près à la même. Les Blancs vous nient, ils ne vous ont pas encore répondu. Nous sommes donc dans le cirage, nous sommes dans le vague, nous sommes dans la brume. Non. Ce que j'ai dit un peu dans la préface de Obenga, c'était cela, que par la connaissance directe, l'Afrique doit être capable de saisir une vérité, de savoir qu'elle est en possession d'une vérité, quel que soit le domaine d'ailleurs. Ce n'est pas seulement dans le domaine culturel. Et de se maintenir au niveau de cette vérité en prenant des mesures conservatoires jusqu'à ce que tout le monde joue le même jeu, jusqu'à ce que l'on sache que la supercherie est finie. On n'a plus affaire à des enfants ou à des nouveau-nés. Mais c'est là à la fois une réaction intellectuelle, une réaction culturelle, ça demande la mobilisation de toutes les capacités de l'être, un être qui, abstraction faite de son aliénation, a les mêmes capacités que n'importe quel autre être. Alors, regardez, dès que vous parlez de patrimoine culturel, la gauche occidentale et la droite se touchent. Et souvent la gauche est plus minable que la droite. Faites l'expérience, on vous accorde l'égalité abstraite, mais l'idée que des nègres aient pu connaître une promotion historique dans le passé leur est réfractaire. Ils sont réfractaires à cette idée. Et parce que leur formation intellectuelle tardivement acquise se situe à un niveau très superficiel, au niveau du cortex, au niveau de l'intellect. Mais la formation qu'ils ont reçue tous dans leur plus tendre enfance, les clichés auxquels ils sont habitués dans leur environnement d'enfance, les caricatures et tout, comme je vous le montrais ici, aussi dans le monde méridional, c'était l'inverse. Tout cela les empêchait, les rendait aveugles, n'est-ce pas, pour observer des vérités comme celles que nous leur opposions. Par conséquent, il n'y a qu'un seul salut, c'est la connaissance directe. Et aucune paresse ne pourra nous dispenser de cet effort. Il faudra absolument acquérir la connaissance directe. À formation égale, la vérité triomphe. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents, c'est ce que j'ai dit à Obenga, et arrachez votre patrimoine culturel. Alors, traînez-moi dans la boue si, quand vous arriverez à cette connaissance directe, vous découvrez que mes arguments sont inconsistants. C'est cela. Mais il n'y a pas d'autre voie. 1985, conférence à Paris, Centre Georges Pompidou. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la causerie de ce soir porte sur l'importance de l'Égypte dans les civilisations africaines. Et lorsque je parle de civilisation africaine, il s'agit bien de l'ensemble des civilisations du continent africain. Je crois que nous devons de plus en plus nous habituer à concevoir le continent africain dans sa globalité, puisqu'aussi bien, depuis des millénaires, ce continent, à notre insu, nous a coulé dans le même moule. Bien sûr, je mettrai davantage l'accent sur l'origine même de cette civilisation, le processus de son développement à travers le temps, mais ne perdez jamais de vue ces points de vue unitaires de ma pensée. Cette précaution d'usage prise, je crois que il est bon de serrer de près les conditions même d'émergence de cette civilisation. Et ceci nous oblige à dire ne serait-ce que deux mots sur également le processus d'apparition de l'humanité. Tout cela ne fera qu'éclairer davantage notre chemin et nous permettre de saisir mieux des faits qui étaient restés jusqu'ici dans l'ombre, en dehors de l'explication scientifique. Vous savez que jusqu'à une époque relativement récente, les théories étaient nombreuses qui faisaient venir les populations qui ont civilisé l'Afrique
de toutes les régions. On peut dire qu'il y avait autant de théories que de points cardinaux. C'est l'avènement des méthodes de chronologie absolue qui a permis de mettre fin à cette sorte d'anarchie et de jeter une lumière singulière sur les faits préhistoriques et même sur les faits historiques. En effet, c'est depuis que l'on a pu assigner des dates absolues aux faits préhistoriques et même à des faits historiques jusqu'à quelques siècles avant nous, que l'on a commencé à voir clairement dans l'histoire de l'humanité. Et jusque-là, les méthodes de datation qui étaient utilisées reposaient sur la stratigraphie et elles n'étaient pas assez fines et assez pertinentes pour obliger la plupart des savants à changer les idées qu'ils aimaient se faire sur l'origine de l'humanité. Ainsi, une grave autorité à l'époque s'était prononcée en disant que l'Afrique était à la traîne. Cela voulait dire que tout ce qu'on pouvait trouver en Afrique comme fait de civilisation ne pouvait dater que d'une époque relativement récente et qu'il était même devenu une sorte de sacrilège de comparer les faits de civilisation africaine des faits de civilisation des autres continents. Il fallait considérer l'ensemble du continent africain à part. Et ensuite, ce fut l'avènement des méthodes radiométriques. Vous connaissez ces méthodes. Comme je viens de vous le dire, elles permettent de dater de façon précise l'âge des événements. C'est ainsi que l'on a su que contre toute attente, l'Afrique, qui jusque-là était peut-être le continent le moins fouillé au niveau de l'archéologie préhistorique, c'est bien cette Afrique qui est le berceau de l'humanité. Et au fil des ans, ces découvertes se sont précisées. Aujourd'hui, nous savons de façon quasi certaine que c'est bien dans cette région qui est à cheval sur le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda et l'Éthiopie, c'est bien dans cette région des Grands Lacs que le phénomène humain est apparu. C'est bien là que l'humanité a pris naissance, suivant un axe qui, nord-sud, peut descendre même quelquefois jusqu'en Afrique du Sud. Nous savons que cette séparation de l'homme et de l'animal, s'est effectuée il y a environ 5 500 000 ans. Je vais passer très rapidement pour arriver à la période proprement historique de la civilisation égyptienne qui vous intéresse, mais je dois quand même remonter à ses racines, qui sont en même temps aussi celles de l'humanité. Donc, c'est dans cette région que l'humanité a pris naissance. Nous pouvons dire en gros qu'il y a eu 6 spécimens d'hominidés. L'homme et ses cousins forment la famille qu'on appelle les hominidés. Cette famille comprend 6 spécimens. Les 3 premiers spécimens n'ont jamais atteint un potentiel d'expansion suffisant pour sortir de l'Afrique, du moins tel est le cas dans l'état actuel de la recherche. Les 3 derniers spécimens seuls ont atteint un potentiel d'expansion pour sortir de l'Afrique et aller peupler le reste de la Terre. C'est donc dire que toute l'espèce humaine, sous sa forme diversifiée actuelle, est d'abord née en Afrique et est sortie de l'Afrique en 3 vagues successives pour peupler le reste de la Terre. Et c'est au cours de ce peuplement du reste de la Terre que l'espèce humaine s'est différenciée en d'autres races. Ce point de vue doit être saisi clairement. Les 3 premiers spécimens dont je vous ai parlé, que je viens d'évoquer et qui portent des noms barbares que vous n'êtes pas obligé de retenir, sont évidemment les 2 variétés d'Australopithèque, Robustus et Gracile, l'Homo habilis. Ces 3 spécimens ne sont jamais sortis du continent. Ensuite,
il y a eu l'Homo erectus, c'est le premier spécimen sorti de l'Afrique, qui est entré en particulier en France. L'homme qu'on appelle l'homme de Totavel, et on a fait une exposition d'ailleurs de l'homme de Totavel au musée de l'homme, peut-être vous l'avez visité. Il est arrivé en France aux environs de 400-500 000 ans à tout casser. Cet homme aussi, qui était déjà très évolué, va disparaître, va aboutir à une sorte de voie de garage, ce qu'on appelle une évolution buissonnante. C'est-à-dire, le phylum central de l'arbre généalogique de l'humanité continue à pousser, et puis des branches latérales s'en détachent et qui n'aboutissent à rien, qui s'éteignent, disons, après avoir supporté l'humanité pendant un certain temps dans son développement. Ça a été le cas de l'Homo erectus, que nous trouvons ici en France, mais il était sorti de l'Afrique. Il est passé probablement par le détroit de Bering, de Gibraltar, peu importe, et par l'isthme de Suez aussi. Le même homme, on le trouve en Asie également, partout dans le vieux monde, sauf en Amérique. Ensuite, il y a eu l'homme de Néandertal qui l'a suivi. L'homme de Néandertal a vécu pendant le Vurmien, la dernière glaciation que la Terre a connue et qui a duré 100 000 ans. C'était une période extrêmement froide. Et l'homme de Néandertal a vécu pendant cette période. On avait pensé que l'homme de Néandertal était vraiment un spécimen typiquement européen, que peut-être même il était issu de la spécialisation, en quelque sorte, de l'Homo erectus en continent européen pendant cette période de la dernière glaciation. Mais les dernières découvertes africaines s'inscrivent en faux contre cette conception, parce qu'on a trouvé également en Afrique des hommes de Néandertal, et chaque fois les fossiles africains sont plus anciens que les fossiles européens. Il y a toujours ce décalage chronologique qui permet d'expliquer les derniers par les premiers. Ainsi donc, ce point de vue ancien doit être révisé dans le sens d'une origine africaine et non pas d'une spécialisation de l'Homo erectus sur le continent européen. Et le dernier spécimen, c'est l'Homo sapiens, l'homme 2 fois sage, qui a un front haut, qui a la morphologie de l'homme moderne actuel, que cet homme soit noir, blanc ou jaune. Ce dernier, donc, l'homme comme vous et moi, quelle que soit son apparence physique, cet homme est sorti de l'Afrique, est apparu, est attesté en Afrique, il y a 120 000 ans, à l'exclusion de toute autre région de la Terre. Cet homme va vivre en Afrique sans sortir du continent jusque vers moins 40 000 ans. Il atteint à son tour un potentiel d'expansion pour sortir du continent africain. Cela veut dire que si ces 3 spécimens d'humanité n'étaient pas sortis de l'Afrique et y étaient restés cantonnés, le reste de la Terre aurait été désert, n'aurait pas été habité, et l'humanité aussi aurait été homogène. L'humanité ne se serait pas différenciée en changeant d'apparence sous des climats différents. L'humanité serait restée homogène. Cela veut dire que cette première humanité était nécessairement négroïde. Les premiers spécimens d'hommes apparus sur la Terre, sous la latitude du Kenya, étaient nécessairement des négroïdes pour la simple raison que sous cette latitude, le flux de radiation ultraviolette est tel qu'aucun organisme supérieur ne peut vivre et survivre sans être protégé par un écran de mélanine. Parce que, vous voyez, la nature ne fait rien au hasard, et la nature a protégé l'espèce humaine sous la latitude équatoriale où elle est née par un écran de mélanine, sinon cette humanité n'aurait pas survécu. Si la nature s'était prononcée en sens inverse, et si l'humanité avait d'abord pris naissance ici en Europe,
sous les latitudes tempérées, elle eût été d'abord leucoderme. Elle n'aurait pas été pigmentée, la pigmentation n'aurait pas été nécessaire pour la protéger d'un flux de radiation quasi inexistant. Donc, l'humanité eût été leucoderme, et en se déplaçant dans les conditions de la préhistoire, pour aller peupler les autres continents, cette humanité, en arrivant sous l'équateur, se serait nigrifiée ou aurait disparu. Donc, cette manière de présenter le changement d'apparence de l'humanité et l'apparition des races est la meilleure façon de relativiser même la notion de race et de vous montrer que nous ne devons pas y attacher une importance obsessionnelle. Donc, c'est le hasard de l'évolution qui a voulu que l'homme ait pris naissance en Afrique, donc l'homme était d'abord noir. Et cet homme est l'ancêtre de toutes les autres races. Et en sortant de l'Afrique, vers moins 40 000 ans, et en entrant en Europe, cette première population négroïde va vivre dans le midi de la France et de l'Europe. Elle est entrée par l'Espagne, et le chemin qu'elle a suivi, justement, est tracé par toutes les peintures rupestres qu'elle a laissées, par l'art aurignacien, plus exactement, que cette humanité a laissé, dans la région de l'Autriche, avec les Vénus Willendorf, jusqu'au lac Baïkal, dans la région de Crimée, dans toute l'Europe méridionale, à l'exclusion de l'Europe du Nord, qui à cette époque, sous la dernière glaciation, il y a 40 000 ans, au moment où cette humanité quittait l'Afrique pour entrer en Europe, toute la région nord de l'Europe était inhabitable. Toute la Scandinavie était sous les glaces, et c'est seulement après la fonte des glaces que l'on va trouver une humanité en Scandinavie, des traces de vie humaine. De la même façon, tout le nord de l'Angleterre était inhabitable, toute la Sibérie était inhabitable. Dans une de nos publications, nous avons donné justement la ligne, le front des moraines glaciaires qui montre les régions de l'Europe que l'homme pouvait occuper à cette époque. C'est dire que ces Africains qui sont entrés dans la région froide, dans la région tempérée, vont s'adapter à des conditions climatiques très dures, vont descendre le plus au sud possible dans la région de Monaco, où vous trouvez encore les spécimens, au musée du Prince de Monaco, vous verrez le grimaldien, c'est-à-dire le noir typique qui a peuplé l'Europe, de moins 40 000 jusqu'à moins 20 000, et qui, en s'adaptant à de nouvelles conditions climatiques, va changer d'apparence. Et ce changement par évolution et par mutation, vous voyez bien, ne concernera que quelques gènes qui vont changer la morphologie faciale, qui vont changer le teint à partir du moment où l'homme vit sous le climat tempéré. Là, ce sont les individus à peau claire qui sont les mieux adaptés, contrairement à ce qui s'est passé en région équatoriale. Et donc, par sélection adaptation, le teint va s'éclaircir et, vers moins 20 000 ans, apparaît pour la première fois dans l'histoire de l'humanité une nouvelle race qui correspond à la morphologie leucoderme, à l'homme de Cro-Magnon. Il importe donc de bien saisir ces deux éléments d'un chaînon qui se développe, l'homme de Grimaldi, le premier habitant de l'Europe, qui est un envahisseur négroïde, qui par mutation et évolution sur le continent européen au bout de 20 000 ans, donne naissance au premier leucoderme, n'est-ce pas, qui est l'homme de Cro-Magnon, qui est le responsable de l'industrie solitréenne à belle lame que vous connaissez aussi très bien. Mais antérieurement à cette période, la morphologie leucoderme n'est pas attestée. Et ainsi de suite, cette humanité donc va irradier tout le continent asiatique et à travers le détroit de Bering, elle va peupler l'Amérique. Ainsi, les trois Amériques ne connaissent pas les trois spécimens d'hommes dont je vous ai parlé, ne connaissent même pas les 5 spécimens d'hommes antérieurs. Les trois Amériques ne connaissent que l'Homo sapiens sapiens qui a traversé le détroit de Bering, qui était guéable pendant la dernière glaciation. Et donc, c'est ainsi que l'Amérique a été peuplée par l'homme moderne. De la même façon, ces hommes vont peupler aussi l'Australie et la Chine et le reste du monde. Voilà le processus d'apparition de l'humanité, sa différenciation et comment la Terre a été peuplée à partir de l'Afrique. C'est dire que cette humanité est une
et qu'elle a les mêmes capacités intellectuelles, quelle que soit son apparence. Il peut y avoir des situations de fortune, des changements dans l'évolution, dans les conditions de vie, mais les capacités de cette humanité sont les mêmes et l'anatomie du cerveau a prouvé ceci. On n'a jamais trouvé, depuis qu'on le cherche, des différences anatomiques au niveau de la structure du cerveau et en particulier au niveau du lobe antérieur du cerveau qui permet surtout de distinguer l'homme de Néandertal de l'Homo sapiens sapiens. On a cherché des différences significatives qui soient susceptibles d'être interprétées en termes de hiérarchisation et on n'a jamais pu en trouver. Donc, toutes les races ont les mêmes capacités et toutes les races ont la même origine. Ceci aussi doit amener l'humanité à se mettre dans des dispositions plus favorables pour la fraternisation. Vous voyez, il y avait deux théories qui s'affrontaient sur le terrain de l'anthropologie physique. La théorie polycentrique qui supposait que certaines conditions étant réunies, il devait y avoir un homme blanc, un homme noir et un homme jaune, et que ces races ont trois origines différentes et vont converger pour donner l'humanité actuelle, la famille humaine. Donc, du fait que cette famille humaine a trois origines indépendantes, la hiérarchisation raciale est possible. Voilà la philosophie qui sous-tend la théorie polycentrique. Il ne faut pas la perdre de vue. Et c'est pour ça que cette théorie est une théorie conservatrice également. Et elle a été défendue âprement, mais aujourd'hui, la vérité est restée à la science, et l'on sait que cette théorie a vécu. L'humanité a une seule origine. Ceci doit nous permettre de nous rapprocher les uns des autres, au lieu de nous éloigner et de nous haïr les uns les autres. Cet aspect moral de la question n'est pas négligeable, mais il ne faut pas aussi, par désir de moralisation, aussi modifier les faits scientifiques ou les tronquer ou prendre des libertés avec ces faits, ce que nous n'avons jamais, je n'avons jamais été coupable de cela. Ce que je vous dis, ce sont les dernières conclusions scientifiques. C'est la thèse monocentrique, monogénétique, qui a triomphé. Et ceux qui soutenaient la thèse polygénétique ignoraient un point fondamental de l'évolution humaine. Ils ignoraient surtout le fait que la nature ne passe jamais deux fois par le même point dans son évolution. Il est impensable, quand on y regarde de près, que la nature ait créé trois fois le même spécimen. La nature ne l'a jamais fait dans son évolution. La nature n'a jamais créé deux fois la souris, deux fois le chat ou deux fois l'espèce humaine. La nature, au passage, crée une espèce et puis ensuite cette espèce se différencie, évolue, s'éteint ou se développe, se fragmente, mais la nature ne revient pas en arrière pour créer trois fois l'homme ou deux fois l'homme. Elle a créé une fois l'homme en passant et elle l'a fait en Afrique, c'est tout.